Alors, je cède la parole à donc Benjamin Sontag pour son exposé. Bonjour, alors on va passer en plein écran si ça veut bien, c'est mes Windowseries. Donc moi je vais me faire l'avocat du pas diable, l'avocat des gentils en fait. Je vais surtout je vais plutôt être la princesse Leïla de la deuxième diapo de François. Parce que j'ai un point de vue assez diamétralement opposé en fait. Alors qui suis-je vite fait? Je suis Benjamin Sontag, je suis ingénieur, activiste, entrepreneur. Je suis cofondateur d'une association de défense des libertés qui s'appelle la Quadrature du Net. On fête nos 10 ans en juillet prochain, qui défend les citoyens dans le numérique et les libertés fondamentales. Et fondateur d'Octopus, une PME, donc une des 727 000 PME qui font du B2B dans ce pays et qui a un CRM libre qui s'appelle Dolibar. Donc on n'a pas de sous-traitants et on l'héberge chez nous, donc on n'a pas de sous-sous-traitants. Sinon, ce serait bien compliqué. Alors on dit que, je vais parler de beaucoup de choses, donc je vais essayer d'aller vite. On dit souvent que la donnée c'est le pétrole du 21e siècle, avec un petit clin d'œil sur Rue 89 qui, malgré les pubs omniprésentes sur son site, n'en voulait pas dans sa boîte aux lettres. Moi je pense plutôt que l'exploitation des données, on pourrait plutôt voir ça comme la recolonisation au 21e siècle. J'aime bien ce parallèle parce qu'en fait, pour moi aujourd'hui le colonisateur c'est vraiment la Californie, si on centre sur là où sont les plus grands acteurs, en tout cas ceux qui nous concernent ici, parce que si on est en Chine c'est assez autre chose. Les colonisés, ça va être le reste des USA, ça va être l'Europe, ça va être l'Afrique, ça va être une bonne partie de l'Asie. C'est nous qui tous utilisons en masse les outils fournis par les startups de la Silicon Valley. Il y a LinkedIn, mais il y a tous les autres dont on a parlé tout à l'heure avec les GAFAM. Et finalement, j'avais un exemple récent qu'on nous donnait beaucoup, c'est M. Koenig qui l'autre jour, qui depuis quelques semaines est surexcité à essayer de défendre l'idée qu'on pourrait vendre nos données personnelles, comme ça au moins on en tire quelque chose, essayer de produire d'autres modèles vertueux, tout ça. Moi je vois ça un peu comme quand on disait aux Algériens qu'ils étaient la nation française, parce qu'ils en avaient la nationalité, tout ça. On voit bien avec le recul historique ce que ça a pu donner, c'était surtout pour justifier une forme de continuité de la colonisation. Tout ça pour dire que donc pour moi aujourd'hui ces entreprises coloniales en fait ce sont les GAFAM ou les Batix si on est en Chine. Et donc qu'est-ce qui nous reste pour essayer de reprendre un petit peu le contrôle sur nos données personnelles? Le droit en effet, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de RGPD. C'est pour ça que je vais vous reparler aussi un peu de la loi de 78 sur les données personnelles, parce que c'est quand même il y a 40 ans, quasi jour pour jour, la fondation dans notre droit de comment on défend les données. Et à l'époque, il faut savoir que c'était parce qu'il y avait la RATP qui voulait mettre des caméras dans le métro et on avait dit non mais c'est pas juste pas possible, il y avait eu des manifs monstres. Aujourd'hui, quand on veut mettre des caméras où que ce soit, ça passe comme une lettre à la poste. Donc ce qu'on appelle le mission creep est bien passé et aujourd'hui on a de la data partout, donc il y a quelque chose à revoir et c'est pour ça qu'RGPD est là. Mais le droit suffira pas et c'est pour ça qu'à la Quadrature du Net, on passe notre temps à faire de l'information, de l'éducation et maintenant de plus en plus de ce qu'on appelle la technocritique. Pour ceux qui connaissent l'expression, on est un peu des ludites. Alors on va pas aller jusqu'à détruire les machines ou inviter à détruire les machines, mais il y a des fois peut-être en fait, quand vraiment elles servent à rien et qu'elles nous apportent rien, peut-être qu'on devrait juste pas les utiliser. Alors, à ce jour, on a la loi informatique et liberté. La loi informatique et liberté, il y a un truc tout simple, c'est qu'elle dit quand quelqu'un a des données personnelles sur vous, vous avez le droit d'y accéder, le droit de demander la modification s'il y a des erreurs, ou la suppression de ces données sur simple demande. On a essayé de jouer à ça. En pratique, je vois un truc marrant. Alors j'ai fait ça, j'ai regardé les derniers spams que j'ai reçus. Il y en a beaucoup où en bas du spam, il y a des petites lignes écrites disant « Ah, on est conforme à la CNIL, on est conforme à la loi 78 sur les données personnelles, on est conforme, vous pouvez vous désinscrire ici, cliquez là. » Avec un lien de tracking, vous savez, c'est celui qu'il va falloir peut-être vous demander avant de le faire en fait, à partir du 25 mai prochain. Et alors c'est marrant parce que ça en est un point qu'il y en a même qui font du spam pour dire que RGPD est une opportunité. Et alors j'ai été voir dans mon logiciel de mail, parce qu'on héberge énormément de mails à titre professionnel pour le coup, et dans les systèmes de mail, il y a les systèmes anti-spam, et dans les systèmes anti-spam, il y a des maths, il y a des grosses maths lourdes avec de l'IA des années 80, ce qu'on appelle des bases bayésiennes. Et dans les bases bayésiennes, on a des mots et des expressions de 2, 3 et 4 mots, à qui on donne un poids pour dire s'il y a ces mots-là dans un mail, c'est du spam, 1, c'est pas du spam, 0. Et j'ai trouvé des expressions rigolotes. Auprès de la CNIL, ça a un score de 0,89 sur 1. Ça veut dire que s'il y a ça dans un mail, c'est vraiment
probablement un spam. Loi informatique et liberté 092. Déclaration CNIL numéro, ça dépasse pas 4 mots, donc c'est des expressions un peu milieu de phrase, 097 et déclaration à la CNIL 099. Ça, c'est sur un corpus de plusieurs dizaines de milliers de boîtes aux lettres qui régulièrement nous disent ah non mais moi j'ai reçu ce mail là mais c'est un spam, comme ça apprend pour nos abonnés et nos clients, ça apprend ce que c'est un spam pour eux. Et bien pour les gens, des mails qui contiennent ces expressions là, ce sont des spams aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils ne le désirent pas, ça veut dire qu'ils n'en veulent pas. Et on a essayé d'obtenir auprès d'acteurs de ce type, des gens qui envoient ces mails que je vous ai montré à la diapo d'avant, les données, et on n'a jamais réussi à obtenir la moindre réponse parce que ces PME, parce qu'on verra un peu des noms d'entre elles un peu plus tard, pour eux c'est open bar. C'est-à-dire que j'ai vu aussi à l'intérieur de boîtes comme Orange la paralysie totale, comme les lapins, les yeux dans les phares, comme quoi non, on ne peut pas, ces données c'est trop perso, il y a beaucoup trop de données personnelles. Dès qu'on leur dit qu'il y a de la donnée personnelle, ça y est, ils sont perchés et il ne se passe plus rien. Par contre, en dessous d'eux, il y a tout un tas de leurs prestataires. Quand Orange veut faire sa pub, ils vont appeler des gens pour faire des newsletters, qui ont des éditeurs, qui ont des fichiers, qui font des offres aux plus offrants dans des plateformes d'échange de leads. C'est le lead, le fameux lead, pour essayer de faire de la pub. Et donc Orange, Bouygues, moi j'ai des exemples aussi avec Pierre et Vacances, j'ai Ikea dans le radar, enfin on a toutes les grandes boîtes que vous pourriez imaginer, elles font ça. Et elles font ça à travers d'autres boîtes, qui n'ont pas du tout peur de la CNIL. Mais alors, jamais. J'en ai hébergé plein, j'en ai connu plein d'autres. Il n'y en a pas une qui m'a jamais dit la CNIL ceci ou la CNIL cela. C'est juste, on a peur de se faire blacklister par Gmail, ou par Yahoo, ou par Free, pour les envois de mailing. On a peur de se faire d'être trop lent ou d'être pas HTTPS parce que Google dit qu'il faut l'être. Ces boîtes-là qui font du marketing et du démarchage aujourd'hui, elles ont aucunement peur de la CNIL. C'est vraiment, enfin c'est jamais la question de la donnée personnelle collectée, traitée. Des fois, ils ont une petite inquiétude parce que tout à coup, il y a un de leurs gros clients qui leur dit ah oui, mais est-ce que vous êtes conforme à la CNIL? Ah oui, bien sûr, on a déclaré le fichier, voici le numéro du fichier. Ah bon, d'accord, c'est bon, perché. Le SIL d'Orange est très content. Donc ces boîtes-là, j'ai des exemples, et parce que je participe notamment à des fichiers de lutte contre le spam, donc j'avais Ediware, j'avais Natexo, Mailomedia, Email Strategy, Message Business, enfin on en a des brouettes. Alors le problème avec ça, c'est que si on regarde les décisions de la CNIL depuis 1978, alors moi j'ai regardé celles des 5-6 dernières années qu'on retrouve sur leur site web, il y a 0 punition. Et ça c'est un petit problème, c'est-à-dire que les sociétés, s'il n'y a pas de punition quand il y a une loi qui est censée être appliquée, elles ne vont pas forcément chercher à se mettre en conformité. Et je parle toujours de ces PME, parce que ça, c'est des PME, c'est des boîtes de 10, 15, 30 personnes maximum. Quelque part, moi, de mes voeux, j'appelle à la destruction pure et simple de certaines de ces boîtes. Parce qu'en fait, il n'y en a aucune qui respecte le droit de près ou de loin. Si la CNIL faisait son travail, je suis vraiment désolé que la représentante de la CNIL ne soit pas là, plusieurs de ces boîtes seraient mortes, ça se serait su. Comme les radars automatiques, on sait qu'il y a des radars partout, on roule moins vite, on sait qu'il faut mettre sa ceinture de sécurité, parce que si on se fait arrêter, on perd 3 points, on met sa ceinture de sécurité. Je pense que si on avait une autorité qui avait un petit peu eu le poil de la bête, de dire moi j'ai envie de porter le fer dans la plaie, on aurait peut-être un peu plus de respect de la loi il y a 40 ans. Demain, RGPD. Alors, étonnamment, comme vous le disiez tout à l'heure, les GAFAM, ça n'a rien changé pour eux. Alors, pas tant parce qu'ils vont juste nous ajouter une petite ligne, c'est qu'en fait, ils sont déjà prêts. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez sur myaccount.google.com, vous allez avoir l'accès à toutes les données en portabilité que vous pouvez télécharger sous forme d'un fichier zip de toutes les données que Google a sur vous. Et monsieur qui parlait tout à l'heure de la question des données personnelles de localisation dans les véhicules autonomes, je vous invite à aller voir dans Maps la chronologie, l'historique que Google garde sur vos données de localisation. Ils n'ont pas besoin de la voiture automatique. Ils savent déjà où vous êtes avec un historique de plusieurs mois, plusieurs années, selon depuis combien de temps vous avez votre téléphone. Vous savez, cet espion de poche, ce mouchard de poche qu'on a tous dans la poche. Donc voilà, donc ces sites, finalement, les Google, Apple, Amazon et compagnie, ils sont quasiment prêts. Ils ont déjà la portabilité, ils ont déjà tout un tas de choses. Par contre, quand je vois par exemple la Poste avec la ribambelle de trackers qu'ils ont sur laposte.net, vous savez là où vous stockez votre mail, il y a beaucoup de gens qui utilisent le mail sur laposte.net, c'est blindé de trackers, s'ils n'ont pas eu bloc origine, ils se font pister de partout. La Poste est infoutu de vous dire en détail aujourd'hui
la liste des algorithmes qu'ils mettent en œuvre avec leurs sous-traitants, c'est-à-dire Google Analytics, Facebook, Distribeo, Bimpulse, XKCDN, Opinion Bar, etc., etc. Alors Libération encore mieux, hein, ils sont même pas un HTTPS en plus. Médiarhythmique, Nugget, Outbrain, ça porte tellement bien son nom, c'est un truc qui font sortir le cerveau. Le Figaro, bah, on va prendre en face, hein, pas mieux, Cedexis, Criteo, Istack et compagnie. Le Bon Coin, bon, je prends 4 sites français comme ça au hasard, hein, des grands médias, des grands sites web où tout le monde va. C'est marrant, c'est qu'on retrouve souvent les mêmes acteurs. Et ces acteurs-là, j'en connais quelques-uns, et honnêtement la CNIL leur fait pas peur. Et RGPD, un petit peu, mais pas plus que ça, parce qu'en fait, ça va pas être eux les premiers concernés, parce que leur nom n'est pas forcément très connu. Par contre, à la Quadrature, on va aller titiller Le Bon Coin, Le Figaro, Libé et La Poste dès fin mai prochain en disant « Bonjour, on voudrait savoir les traitements que vous mettez en œuvre sur nos données personnelles. » Et on va voir qui est prêt. Parce que depuis 40 ans que c'est open bar, il est peut-être temps que enfin il se passe quelque chose. J'ai mis ça au milieu de ma présentation parce que j'étais pas sûr que tout le monde avait bien conscience ou connaissance de ce qu'était RGPD. La fameuse directive donc, qui est renégociée, celle d'avant c'était celle de 95. Faut se rappeler le contexte dans lequel elle a été négociée entre 2012 et 2016. En 2014, il y a eu la fameuse décision de la Cour de l'Union européenne sur le droit à l'oubli. Et en 2015, il y a eu la décision de l'annulation du Safe Harbor. Donc ça a un peu mis la pression à la Commission pour essayer de faire quelque chose de bien. En France, le projet de loi a été présenté en décembre 2017 par le gouvernement, voté à l'Assemblée nationale en février dernier. Reste le Sénat, comme le disait Madame de la CNIL tout à l'heure. Ça concerne toute entité qui manipule des données, en Europe, en France ou dans le monde, à partir du moment où ça concerne des citoyens français ou européens pour d'autres d'entre nous. Les amendes peuvent exploser. Avant, c'était 150 000 € maximum. Maintenant, ça peut monter à 20 millions du CA ou 4% du CA. C'est 3 millions aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 3 millions. C'est 3 millions loi Le Maire. D'accord. Et donc, les principales mesures que je vous invite à lire, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais passer au truc plus intéressant. Il y a beaucoup de choses là-dedans, très intéressant. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que moi, j'avais surtout envie de vous parler de notre époque, en fait. Il y a un documentaire qui va bientôt sortir, j'ai pas son nom, qui parle de Mercer. Mercer, c'est un Américain qui a fait fortune sur le high frequency trading il y a 30 ans, parce que c'est un peu lui qui l'a inventé, qui est un peu de l'extrême droite américaine, et qui depuis essaie de faire de la politique. Et en gros, avec sa société Cambridge Analytica, il a testé sur le Brexit la capacité, quand on a des données sur des milliers d'individus en détail, d'aller envoyer des messages Facebook hyper précis à chacun pour dire « Ah bah lui, il est plutôt contre le Brexit, donc on va lui dire non, mais on va lui envoyer des messages pour le convaincre de ne pas aller voter. Et puis lui, il est plutôt pour, on va le convaincre, il hésite, donc on va le convaincre d'aller voter pour le Brexit. » Et Cambridge Analytica ayant énormément aidé et apparemment participé lourdement à la victoire sur le Brexit, ils ont gagné grâce à ça des contrats avec M. Trump. Et donc ce documentaire que vous verrez bientôt sur Arte en parlera. Et on voit qu'en fait, avec le détail du nombre de milliers d'informations qu'on peut avoir, pas que grâce à Facebook, mais aussi grâce à l'accès à des CRM d'entreprise, l'accès à des données personnelles de tout type, de santé, publique, etc. Donc il y a des fois où on a l'impression que c'est pas grave d'avoir des données personnelles, mais en vrai, c'est accumulé à plein d'autres points. Et ces milliers de points qu'on peut avoir sur un individu, un autre individu, un autre individu, quand on les cible dans des zones géographiques précises, là où on sent qu'il va y avoir un enjeu, bah Cambridge Analytica aujourd'hui est capable de faire de la manipulation générale de foules entières pour des élections. Moi, j'ai un problème démocratique grave aujourd'hui avec ces outils de l'Internet. Il y a un autre exemple que je voulais vous donner avec une autre référence à aller voir si ça vous intéresse. Ce que j'appelle moi le terrier du lapin noir. C'est Alice au pays des merveilles, mais version trash. Sur YouTube aujourd'hui, c'est quoi le business de YouTube? C'est de vous garder dans YouTube pour que vous regardiez la pub d'après. Puis la vidéo d'après pour regarder la pub d'après. Donc il veut vous garder. Pour vous garder, ils mettent des algorithmes qui regardent comment on fait pour vous garder. Et ce que fait l'algorithme, c'est qu'en fait, il va amplifier un biais cognitif humain. Et la conséquence de ça, c'est que si vous restez dans YouTube de vidéo en vidéo, vous vous retrouvez à avoir des vidéos de plus en plus violentes, et de plus en plus trash et de plus en plus explicites. Parce que c'est comme ça que vous allez rester dedans. Et je vous invite à aller voir le TED de Zeynep Tufekci, qui est une chercheuse américaine, qui a écrit en gros « We are building a dystopia just to make people click on ads ». Et elle décrit vraiment très bien ce biais cognitif des algorithmes. Et en fait, quand on parle de l'Internet, moi, j'invite toujours à réfléchir avec les quatre choses. Il n'y a pas qu'Internet qui a fait cette révolution numérique, il y a Internet. Il y a l'informatique ubiquitaire, ce qu'on disait tout à l'heure avec l'IoT, c'est le fait qu'on en mette partout, de l'informatique. On met des ordinateurs partout. On met de l'Internet partout. On a du stockage en masse qui est disponible de manière hyper cheap. Avec les SSD aujourd'hui, c'est délirant ce qu'on peut faire en termes de stockage. Et on a les algorithmes pour commencer à traiter tout ça. Et c'est ces quatre choses réunies qui créent aujourd'hui
par la puissance de calcul et la puissance de feu des entreprises, notamment des GAFA, mais pas que, ce monde quasi dystopique dans lequel on est analysé de partout, y compris sur des données qui nous paraissent anonymes, qui nous paraissent pas forcément reliées à notre identité, mais il y a l'adresse IP, où on a fait le croisement avec d'autres données pour finir par retrouver qui est qui. Je vais très vite, je finis. Il y a d'autres comportements qu'on voit aujourd'hui dans les données, ce qu'on appelle les dark patterns, ou les interfaces trompeuses. Vous voyez, si j'achète sur Cdiscount, il me propose une garantie casse et vol à 100 balles en plus. C'est un dark pattern. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fini mon panier, mais juste avant de payer, il va me proposer un truc à 100 balles en plus. Des dark patterns, il y en a des dizaines. Quand on rentre sur un site, toutes les petites flèches qui montent et qui descendent sur le flux de visite d'un site, c'est des endroits où on peut mindfuck l'individu, où on peut lui dire tu vas te faire avoir en fait. Et il y a des gens qui étudient ces dark patterns. Je pense à Time Well Spent, c'est un ingénieur de Google qui s'est cassé en disant non mais je veux plus faire votre jeu qui consiste à attraper l'attention des individus, parce que c'est le métier de Google aujourd'hui, c'est d'attraper votre attention et de la garder le plus longtemps possible. Parce que c'est ça qu'ils vendent. Je rappelle, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Vous n'êtes pas les clients de Google, même quand vous achetez un Android. Le vrai client de Google, c'est les publicitaires. Et il y a un autre exemple que je vous donne qui est tout en haut à droite, qui est la captologie. C'est une branche de Stanford qui a ouvert il y a quelques années, qui montre comment on peut faire des interfaces qui vont aider l'utilisateur à avoir le meilleur usage possible de l'interface. Sauf que si vous reliez ça au modèle économique de beaucoup de startups de la Silicon Valley, on ne veut pas faire du bien à l'utilisateur, on veut le capter. Et j'aime bien que le nom captologie assume assez ouvertement ce petit côté on va vous tenir. Donc il montre, voilà, on a des exemples. Moi, je vais vous finir avec des idées concrètes. Concrètement, à la Quadrature, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'utiliser des outils pour vous protéger. Parce que la RGPD ne suffira pas. On va essayer de titiller la CNIL sur faites votre boulot, on vous mâche le travail en arrivant avec des dossiers tout cuits de professionnels qui n'ont pas répondu. Et moi, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité de pouvoir faire mieux en termes de données personnelles. Il y a des business qui vont se monter en disant on va faire mieux, on va être privacy aware, on va être privacy by design. De la même façon que quand on a rendu obligatoire les clignotants ou les ceintures de sécurité, il y a des constructeurs qui ont été plus rapides que d'autres. À l'époque, ça a fait un scandale en disant « Ah, vous vous rendez compte, ça va coûter plus cher ». Aujourd'hui, ça nous paraît complètement évident d'avoir une ceinture de sécurité dans un véhicule, c'est une sécurité de base. Utiliser de préférence des logiciels libres, ça permet de savoir où sont vos données. Je pense au CRM, j'ai des très bons CRM libres qui font des très bonnes choses pour des PME. Contrôler les permissions de vos applications. Il y a des copains qui ont ouvert un projet qui s'appelle Exodus Privacy, qui regarde toutes les applis Android et qui vous disent quel tracker il y a dedans. Parce que les trackers, on peut les voir avec uBlock sur son navigateur, on ne peut pas les savoir facilement sur nos téléphones. Et sur Android, c'est vraiment la plaie. Regardez ce que fait Exodus. Si vous avez des applis que vous utilisez souvent, notamment LinkedIn, Facebook, on voit qu'ils aspirent notre carnet d'adresse, ils filent tout ça à Facebook ou à LinkedIn. Faut être conscient de tout ça en fait, parce qu'en fait on donne énormément de soi. Et j'ai rien à cacher, on est tous quand même, j'espère aujourd'hui en 2018, conscients que ça n'est pas une bonne réponse. Dans le même genre, pour éviter de se faire manipuler par les modèles économiques, y compris de médias comme Libé ou le Figaro, réfléchissez à votre consommation de médias. La meilleure façon d'y réfléchir, c'est en choisissant ce qu'on va consommer. Et donc, nous, on invite à faire respecter les textes français et européens, notamment RGPD, et on va y participer activement. Si vous avez envie de jouer avec nous, à partir de fin mai, la Quadrature va lancer des projets avec ses membres, et les membres, ça peut être vous, d'aller voir les entreprises, d'aller voir les professionnels et de leur dire « Ok, comment vous faites ? Où est-ce que vous en êtes ?» Et comme la connaissance n'est pas la compréhension, faites passer le message. Et voilà, nous, on passe notre année à faire des sensibilisations à l'éthique dans les milieux techniques, parce qu'on se rend compte qu'il y a un vrai manque, notamment dans les milieux ingénieurs. Voilà, Nuremberg n'a pas suffi, a priori. Donc voilà, on invite à ce qu'il y en ait de plus en plus, et ce qu'il y en ait toujours plus, d'un peu d'éthique dans nos milieux. Je vous remercie. Merci.